Mais je pense vraiment que les informations que vous avez trouvées sur les travaux de Léonard de Vinci et les informations dans le manuscrit de Thomas More visaient à créer une zone d'harmonie peut-être encore plus vaste et plus bénéfique que celle qui a été créée pour Notre-Dame de Paris. Une zone d'harmonie. Alors maintenant, je vais vous demander quelque chose, parce que vous êtes juste au pied d'une pierre d'angle. Je touche la pierre d'angle, il se passe quoi? Alors, plusieurs choses. Après, je vais te demander. Donc, en fait, quand tu touches une pierre d'angle, toi, Imhotep, en fait, tu vois, Johan, il a comme une absence. Tu vois peut-être même ses yeux qui se révulsent un petit peu. Toi, Laurence, tu vois s'imprimer devant tes rétines, tu vois la cathédrale se construire pierre par pierre, tu la vois se construire devant toi. Tu vois en 3 dimensions les voûtes qui se mettent en place, tu vois toutes les lignes en fait. Tu sais, les voûtes, elles tiennent par des arcs-boutants où il y a les lignes de force et tout ça. Tu ressens toutes ces lignes de force autour de toi et tu sens que toi, descendant d'Imhotep, enfin du moins réincarnation d'Imhotep, tu es content de voir que ce que tu avais pu découvrir, toi qui as fabriqué la pierre d'angle originelle en tant qu'Imhotep, tu es content de voir que ton enseignement a permis de faire des bâtiments aussi majestueux et magnifiques que Notre-Dame de Paris. L'autre, c'est mon fils spirituel, quoi. C'est ton héritage spirituel. Alors, là, je vous le ferai pas faire parce que vous en avez pas besoin. Sachez que à côté d'une pierre d'angle, en faisant un test de clairvoyance assez facile, vous pouvez régénérer votre karma lumière. Ah d'accord. Parce que c'est un lieu qui a une harmonie telle que ça fait un effet un petit peu comme dans votre sanctuaire de la Dame Blanche, mais finalement plus fort parce que vous avez l'impression de ressentir tout l'équilibre autour de vous. Et c'est accessible au public, cet endroit? Alors cet endroit, oui, est accessible au public. Donc si on a besoin, on peut y aller. Mais pour vous, pour l'utiliser, en fait, il faut être en contact avec la pierre d'angle. Ouais. Et on va dire s'harmoniser avec. Ça vous demandera la prochaine fois un test de clairvoyance. Là, vous avez naturellement, vous vous êtes aligné dessus parce que Linéa était là. Mais en temps normal, sur un autre bâtiment pareil qui possède une pierre d'angle, t'as la chance d'être avec Laurence, Johan, parce que il a l'instinct pour trouver ce genre de choses, vu que c'est un peu grâce à lui que ça existe. Et voilà. Donc voilà. Mais ça, on reviendra un jour dans une histoire liée à Laurence qu'on fera. On reparlera de cette pyramide du Louvre. Hein. Ouais, parce qu'il faut qu'il m'aide à déchiffrer une équation à 12 inconnus. On va faire des maths alors. On fera une petite capsule spéciale sur cette pyramide du Louvre un jour où vous aurez le temps, parce que là, vous êtes très demandé. Oui. Mais sachez-le, il y a beaucoup de bâtiments qui sont comme celui-là. Ceux qui ont été construits par les compagnons de l'Oblat peuvent effectivement avoir une pierre d'angle. C'est essentiellement des bâtiments religieux, mais pas que. Linéa vous donne congé, à moins que vous ayez d'autres questions. Non. Non, on a le contact. Donc je le rajouterai dans vos contacts, de toute façon. Dans le contact, Maramignati, là, et puis l'horloge des planètes, mais bon... Bon, c'est une jolie ville, Florence, mais faut garder ton portefeuille près de toi, parce qu'il y a beaucoup de pickpockets. Ah, d'accord. Faire attention. Beaucoup trop de touristes. Vous avez peut-être quelques petits trucs à faire de votre côté avant de repartir, parce que finalement, ça fait même pas une semaine que vous êtes rentré. Mais je crois qu'on a dit, Johan, il avait plein de jours qu'il avait jamais pris. Oui, puis je suis assez libre en ce moment. Bah oui, peut-être, ouais, c'est pas, enfin, je veux dire... Je dois voir mes parents quand même, parce que bon... Rien ne presse dans la minute, quoi. On arrange ce qu'on doit arranger, et puis on décide un jour de départ. Une petite valise, voilà, tout ce qu'il faut...
Alors, vous savez qu'au mois de février, à Florence, il fera beaucoup plus chaud qu'à Paris. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Il y aura beaucoup moins de touristes, ça sera plus facile. Oui, aussi. Alors, on considère que vous partez peut-être 2 jours plus tard, ça vous va? Ouais, pourquoi pas. On fait une petite ellipse au 18 février. Je suppose que vous allez y aller en avion. Ouais. Peut être assez rapide. Entre-temps, pas grand-chose qui se passe. Je regarde 18 février. Non, pas de souci particulier. J'ai une question pour vous par contre. Vous avez également une copie que vous a laissé frère Claude du manuscrit d'Utopia. Ouais. Vous aviez aussi fait dans les papiers, là, les recherches que vous aviez fait, vous avez une copie en fait de l'article sur Léonard de Vinci où on voit les plans qui vous intéressaient, qui vous avaient mis la puce à l'oreille. Hein. Vous avez quelques documents là-dessus. Donc Florence, donc on passe 2 jours qui se passent et personne vous suit, personne vous agresse. Pour une fois, vous êtes tranquille un petit peu. On a pris la peine de contacter quand même avant la directrice du musée quand même. D'accord. Alors quand tu appelles venir d'un rendez-vous. Ouais, on dit à frère Claude. Du musée, donc elle parle très bien français, avec un accent italien, mais elle parle très bien. Et en fait, elle vous accueillera avec plaisir, d'autant plus que finalement, vous vous présentez... Ben, toi, tu es architecte, Laurence, donc tu présentes ça comme un sujet d'étude dans ton travail, je suppose. Et elle est enchantée d'accueillir des gens. Est-ce que vous vous recommandez d'1 ou 2 personnes? Vous parlez de l'INEA ou de... Ah bah oui, s'il a dit que c'était... ça. D'accord. Oui. Si vous vous recommandez de l'INEA, elle va même pas spécialement vous poser de questions, à vrai dire. Elle considère que si vous le connaissez, apparemment, il doit y avoir un bon réseau entre eux. Parce que donc elle vous donne rendez-vous directement dans le musée. Donc la salle qui vous intéresse, c'est la salle où il y a cette fameuse horloge. Vous, à Florence, vous regardez, une fois que vous serez arrivé à l'aéroport, le plus sage, c'est de vous prendre un hôtel dans le centre-ville, parce que comme ça, vous serez à portée de tout. Il faut savoir que tous les bâtiments, les musées, les choses comme ça, à Florence, c'est au centre de la ville, à côté de la cathédrale, a priori. Et donc, en fait, en prenant un hôtel là, une fois arrivé, finalement, même à pied, vous pouvez vous balader très facilement dans le centre-ville. Donc, le seul taxi ou truc à prendre, ça sera pour retourner à l'aéroport. Il y a de très beaux hôtels. Alors, je sais pas, Laurence ou Johan, vous choisissez... Il y a des hôtels magnifiques. Hein, donc il n'y a pas de... Le choix est vaste. Bah, comme d'habitude, moyen supérieur, on va dire. Hôtel magnifique, oui, pourquoi Ah bah carrément, bah si tu payes, moi je veux bien. Allez, bah là, je vais pas rechercher honnêtement, mais pour en avoir vu, il y en a des vraiment très très bien. Hein. Ou même l'hôtel lui-même, en tant qu'architecte, de façon architecturale, est déjà très beau parce que il y a des anciens palais c'est ça. qui ont été rénovés pour être des hôtels 4 ou 5 étoiles. Donc il y a vraiment des endroits magnifiques. Mais oui, on va pas aller à l'Ibis quand même. Non, encore que le nom est quand même proche du modèle. Il y en a pas au centre-ville. C'est vrai que le luxe est pas mal quand même, j'avoue. Finalement, Johan, tu dis prendre des vacances, finalement c'est bien. Ouais, surtout que je suis en bonne compagnie. Vous avez pris vos affaires de d'habitude, hein. Il me semble que vous avez pas spécialement d'armes ou de choses comme ça sur vous, mais vos épées sont bien sûr toujours à portée. Hein. Oui, on a des épées, mais on n'a pas d'armes, non. Vous avez pas de nouvelles des autres Trinités que vous avez pu rencontrer ou d'autres à certains moments. Vous pensez que votre ami Alan est resté à Hong Kong parce qu'il n'a plus donné de signe de vie, donc vous savez pas, soit il dépense tout l'argent que vous avez été remis, ou vous savez pas bien. Quant à Marine, eh bien, peut-être est-elle toujours en Angleterre, allez savoir. Donc, quand vous arrivez à Florence,
Toscane, qui est une très belle région côtière. C'est en fait finalement entre le nord et le sud du pays. Et Florence, bien, c'est le fleuron de la Renaissance, dont l'histoire a été marquée essentiellement par celle des Médicis, qui étaient de puissants banquiers et des mécènes, comme les artistes tels que Michel-Ange, Raphaël et Da Vinci. Après avoir pris vos aises, peut-être un repas dans ce magnifique hôtel que vous avez choisi, vous arrivez à votre rendez-vous à l'Institut et au Musée de l'Histoire de la Science. Alors, en fait, cet institut, il a été aménagé dans le Palazzo Castellani. C'est le centre-ville, hein. C'est une ancienne propriété des Médicis. Donc, vous êtes accueillis par... C'est là, ils font le musée de l'astrologue, là, l'astronome, là, comment il s'appelle De Galilée. Ouais. Il y a quelques objets dans cet institut aussi. Alors, je n'ai pas pensé à faire cette dame. Je sais pas pourquoi, parce que je l'ai oublié, en fait, je crois. Donc, c'est madame, on a dit Mira... Mignati, t'as dit. Je me souviens plus, vas-y, redis-moi, parce que j'ai mis son T'as dit Mara Mignati. Moi, je l'ai entendu comme ça. Oui, c'est ça, Mara Mignati. Je vais me le noter, parce qu'à chaque fois... Donc, vous voyez une femme qui doit avoir... peut-être... qui finalement est assez jeune pour un poste comme celui-ci, hein. Une femme de 45 ans qui a l'air qui habille en très beau tailleur, qui a l'air dynamique, une coupe cheveux courte, et elle vous serre la main vigoureusement. Alors elle a quelques bagues, hein, à vrai dire elle a pratiquement une bague sur chacun de ses doigts, donc sa poignée de main est très ferme, voire un petit peu coupante. Et dans un français teinté d'une pointe d'italien, elle vous accueille. Vous voyez elle porte un bijou assez particulier pour toi, peut-être, Laurence. En fait, elle porte une espèce de pendentif en pierre qui représente une équerre. Ah. Elle vous conduit à son bureau, hein, parce que après tout, c'est quand même la directrice. Et vous pouvez me faire un test de vigilance. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait faire de test. C'est un très grand bâtiment, hein. C'est sur le musée, c'est sur 2 étages, plus il doit y avoir un sous-sol. Et elle, du coup, son bureau est au premier étage. Hein. Donc non pour Laurence. Non pour Yoad. Vous faites pas appel à l'archonte. Ok, soit. Donc en fait, elle vous dit que en fait l'horloge que vous voulez voir, donc elle vous sort le catalogue, c'est noté la pièce 1238. Donc elle vous dit, eh bien je vais vous emmener voir cette horloge. Sachez cependant que l'horloge que nous avons est une reproduction de l'horloge originale. Ah bon ? Parce que tout simplement, l'horloge qui avait été construite en 1510 par Lorenzo della Volpaia a disparu. L'horloge originale faisait partie de l'héritage des Médicis, mais à un moment donné, il y a eu un incendie. Et nous ne savons pas ce qui est devenu l'horloge. J'ai eu connaissance d'une peut-être 2e horloge qui avait été construite à la même époque, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à en retrouver la trace. Et c'était en quelle année, cette disparition ? Alors, l'horloge a été construite en 1510. La disparition, c'est difficile à dater parce que on est du mal, vu qu'il y a eu des incendies. On pense que peut-être vers 1500... Ah oui. Alors attends.
Hein. Donc, elle avait été... l'horloge avait été perdue au XVIe siècle, donc 1700 et quelques. Mais Et on pense peut-être qu'elle a été détruite dans un incendie. Il y a dû avoir en même temps Lorenzo del Volpaia avait construit une deuxième horloge, mais nous n'en avons pas du tout retrouvé la trace. Mais s'il y a une copie, c'est qu'il doit y avoir les plans. Alors, nous y venons, vous avez parfaitement raison, monsieur. Il se trouve que dans notre charmante ville de Florence, mademoiselle Emmanuelle Poul, qui est une bijoutière d'exception, ainsi a travaillé avec 2 autres chercheurs, monsieur Alberto Lorga, qui est un expert en mécanique ancienne, et monsieur Giuseppe Borsa, qui est passionné d'horlogerie. Ils ont travaillé ensemble pour reconstruire l'horloge d'après les carnets de Lorenzo. Donc il y a des carnets. Tout à fait. D'accord. Bon. Et ces carnets-là étaient en possession de mademoiselle Emmanuelle Poul. Été? Elle les a plus. Bah si, je suppose qu'elle les a toujours, mais c'est grâce à elle que nous avons pu faire la reconstitution. Comment se fait-il qu'elle ait ces carnets? Eh bien, mademoiselle Poul est sans aucun doute la dernière descendante vivante de Valpoia? Voilà, c'est ça, de Volpaia. Ah, Volpaia. Ah tiens. D'ailleurs, sachez que cette dame a repris l'échoppe de son ancêtre, Lorenzo, et que bien elle vend aussi des bijoux qu'elle fabrique, des reproductions de bijoux classiques qu'elle fabrique. Ce Lorenzo était bijoutier? Alors non, mais mademoiselle Poul l'est. Non, mais l'échoppe. Ah oui, c'est une échoppe de bijoux, oui. Bah, je veux dire, son ancêtre n'était pas forcément bijoutier, mais il avait une échoppe pour construire des horloges, sans aucun doute. Et donc, mademoiselle Poul l'a repris pour construire des bijoux à l'heure actuelle. Oui, je me suis un peu... le français n'est pas ma langue maternelle et parfois, je me perds. C'est pas grave. C'est pas grave. Il paraît que ce Volpaia était contemporain de Léonard da Vinci et qu'ils se connaissaient, non? Ah oui, tout à fait, c'est un fait. Sur monsieur Volpaia, nous savons qu'effectivement, il est né en Florence en 1446 et que c'est un homme qui s'est intéressé à de nombreux autres domaines, un petit peu comme Léonard de Vinci. Et donc, il s'est intéressé à la forge, à la joaillerie, à l'horlogerie, et donc il a créé cette horloge. Et oui, nous pensons effectivement que ils ont dû avoir des maîtres en commun et qu'ils se sont connus à Florence. Bah, fort bien, voyons cette horloge alors, au moins la copie. Allons-y. Donc en fait, elle vous emmène. Donc c'est une salle en fait. Donc vous parcourez des couloirs. Il y a plein d'objets. Essentiellement, c'est des objets avec des vieilles mécaniques, des choses comme ça dedans. Des très belles pièces d'ailleurs pour la plupart. Voire même certains très anciens automates. Et la pièce où il y a l'horloge, en fait, ça a été mis dans une pièce avec une atmosphère protégée. Vous entendez un ronronnement qui doit être un chauffage qui est une température. Vous voyez, il y a un thermostat qui est réglé pour qu'il y ait une telle température, etc. Donc là, quand vous allez, donc on a dit, vous êtes arrivé le 18. On peut être encore le 18. Vous avez vu quelques touristes
visitez-la, mais elle a fait privatiser en fait la pièce pour que vous puissiez regarder cette pièce-là tranquillement. Donc, il n'y a que vous deux. D'accord. Et un jeune homme vous rejoint. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas mis l'image d'elle, mais j'ai mis l'image de son assistant parce que je sais pas pourquoi. Et donc vous voyez, elle vous le présente, hein, c'est mon assistant, Monsieur Appello Fopa, qui va rester avec vous. Bon, parce que c'est quand même un objet précieux et que vous n'êtes pas censé faire n'importe quoi. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question. Il est très érudit. Il parle un peu le français. Vous parlez pas italien, vous? Non, je crois pas. Il parle un petit peu le français et en tout cas, il devrait vous donner les explications dont vous avez besoin. Moi, en anglais. Voilà, j'allais dire, il doit parler anglais quand Ou même. en anglais, oui, il doit parler un petit peu anglais, ce monsieur. Ou en égyptien. Là, c'est peut-être pas. En arabe. Alors, donc, et puis elle vous dit, écoutez, j'ai des affaires à traiter dans mon bureau, mais si après vous avez besoin de me voir, n'hésitez pas, c'est pas très loin en fait. Donc vous êtes devant cette horloge. Effectivement, l'horloge en question a une apparence plutôt étonnamment moderne. Ah. Oui. Vous voyez, il y a... Alors c'est plus ou moins exact, hein. J'ai essayé de retrouver, mais je suis pas sûre. Le cadran extérieur, vous reconnaissez les signes du zodiaque. Donc, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, Bélier, Taureau, Balance, Scorpion, Lion, Capricorne, Cancer et Verseau. Mais en regardant de plus près, vous voyez qu'il y a d'autres mécanismes. Vous voyez qu'il y a une autre roue à l'intérieur qui représente Jupiter, Vénus, Mars, Mercure, un dragon et Saturne. On le voit là? Alors je crois pas. Sur les côtés, un petit peu déportés, ça on les voit, il y a 2 globes. Sur ces globes, l'un égrène les positions du soleil et l'autre les positions de la lune. Très bien. Sur les aiguilles des heures et des minutes, vous voyez qu'il y a également des astres, enfin je sais pas si ça se voit, mais croyez-moi sur parole. Ouais. Il y a des dessins avec les astres sur les aiguilles des heures et des minutes. Le mécanisme a l'air très complexe. Il est activé par un système de 2 poids, un plus clair que l'autre. Ça donne un peu l'impression des mécanismes à mouvement perpétuel, vous savez, où ça passe tout le temps. D'accord. C'est un mouvement très lent. Pour l'époque, c'était quand même Ouais, c'est technologiquement un avancé. chef-d'œuvre Ouais. d'ingénierie. C'était un génie, ce Volpaïa, pour... Et c'est pour ça que je vais demander à mon cher Johan un test de technologie. Ah, N'est-ce pas? Et peut-être Laurence, j'hésitais, est-ce que... Attends, Laurence, t'as un truc en artisanat ou pas? Oui, mais... Artisanat, oui, mais c'est basé... Je regarde juste tes domaines. c'est taille de la pierre, quoi. Ouais, non, ça va pas trop marcher. Donc, non, ça va être Johan. Technologie. Alors, Johan, tu peux... fais-moi un test de vigilance, Laurence, pendant ce temps. Ouais. Johan, tu commences à examiner ce mécanisme qui, pour toi, est vraiment très intéressant. Enfin, tu reconnais que tous les principes de la physique, tu vois que c'est... Mais en faisant le tour, tu t'aperçois en fait qu'il y a toute une partie du mécanisme qui est factice. Ah. Qui ne fonctionne pas du tout. Ouais, mais c'est une reproduction, donc c'est normal. Oui. Peut-être. Alors Monsieur Fopa acquiesce et dit c'est une reproduction. C'est une reproduction. Et tu vois qu'il cherche ses mots. Il te dit la vraie horloge peut-être même n'était pas faite pour l'heure. On pense peut-être le mouvement des étoiles, il te montre le globe de la Terre, du Soleil, mais l'heure, ça a été ajouté par monsieur... c'est lequel de l'horloger que je vous dis? Lorga, Borsa? Par monsieur
par le docteur Bursa, qui a fait pour l'heure, mais on ne sait pas si l'horloge originelle, première, montrait l'heure. Ok. Oui. Donc ton test de vigilance était magnifiquement raté, Laurence, oui. Ouais, pour la deuxième fois de suite. Hein. Du coup, Johan, tu peux le faire aussi, parce que finalement, vous êtes tous les deux. Ouais, alors attends. D'ailleurs, vous voyez, il vous donne un petit fascicule, Monsieur Faupas, parce qu'il est 13. pas sûr de... T'as fait... 12. Donc, il va vous donner, Monsieur Faupas, un petit flyer explicatif en français dessus, où ça explique que c'est une reproduction de l'Orologio dei Planètes, une œuvre de Lorenzo della Volpaia. Ça a été construit en 1510. Cette reproduction-ci date de 1994, donc d'il y a 6 ans, et a été réalisée, et ça reprend les noms Alberto Lorga, Giuseppe Bursa et Emmanuel Poul. Et voilà, c'est eux qu'il faut aller voir, je crois, maintenant. Et donc, toi qui étais en train de regarder dans tous les sens ce mécanisme, déçu que tout ne marche pas, tu vois qu'au final... Il y a quelqu'un. Non, il n'y a pas quelqu'un. Mais quand tu regardes, tu sais, au centre, il y avait le dragon. Et à côté, Saturne. Mais Saturne, en fait, tu vois que c'est un médaillon avec un serpent qui est gravé à l'intérieur. Qui est étrange parce que les autres, c'est des planètes normales, quoi. Ouais. Mais le dragon, là, des planètes normales. Jupiter, Vénus, Mars et Mercure, c'est vraiment des planètes. Par contre, tu vois un dragon et puis Saturne, finalement, tu dis, mais c'est peut-être serpent parce que tu vois, ça fait comme une planète, mais il y a vraiment un serpent qui est gravé à l'intérieur. Le dragon, on l'avait vu à Singapour. Alors, vous avez eu un rêve qui vous a forcé à aller tuer un faux dragon. Exact. Ouais, c'est ça. Et donc, cette horloge a peut-être beaucoup plus à vous révéler que... Oui. Une partie du type. Mais sinon, là, vous êtes tout seul dans la pièce. Donc, Monsieur Faupas vous demande si vous avez besoin d'autre chose. Eh bien... On a tout regardé, de toute façon, j'ai fait le tour partout. Après, c'est pas un si grand objet que ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Non, je vois pas cette histoire de serpent là. C'est curieux ça quand même. Alors Monsieur Faupas remet ses lunettes, rajuste ses lunettes, se penche et vous fait. C'est peut-être la reproduction. En fait, il a aucune explication à vous donner. Il sait pas. D'ailleurs, il avait sans doute même jamais vu qu'il y avait un serpent en fait à cet endroit-là en fait. Bon. C'est à l'initiative d'un des ingénieurs ou c'est... Peut-être demander aux artistes. Mais c'est ça, il faut voir qui l'a créé. Ok, bon, faudra peut-être qu'on aille voir Madame Poul. Elle doit voir les manuscrits originaux et... C'est plus qu'une horloge. Il y a une deuxième horloge, monsieur, ou... Ah oui, on pense qu'il y avait 2 horloges construites par Monsieur Lorenzo del Volpaia, mais un a été donné aux Médicis, qui étaient les mécènes de Lorenzo del Volpaia. Et l'autre, nous ne savons pas à qui, peut-être c'était pour le maître lui-même, mais nous n'avons pas de traces historiques. D'accord. Et ici même au musée, vous n'avez pas des notes du maître Volpaia expliquant le pourquoi de son œuvre, ce qu'il a voulu? Non, nous n'avons pas le manuscrit. Le carnet appartient à Mademoiselle Poul. Tout est chez elle, d'accord. C'est une possession privée. D'accord. Vous pensez qu'on pourrait avoir un rendez-vous avec Madame Poul?
Oh, eh bien, elle est. En fait, il va prendre un petit carnet et il va vous noter une adresse. Et en fait, c'est une adresse au centre de Venise. Hein. C'est en fait une rue commerçante. À Venise? C'est pas à Venise, non, mais excuse-moi. À Florence. Ah bon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Venise. Il vous note une petite adresse qui est vraiment dans le centre-ville de Florence. C'est pas très loin. Vous pensez, vous regardez, il y en a peut-être pour 10 minutes à y aller max. Bon, d'accord. Est-ce qu'en regardant le cadran, tout ça, on voit déjà comment dire, une correspondance avec les plans du Romorantin Ben, si tu cherches s'il y a des petits symboles grecs, latins, bah non. À part les chiffres, mais c'est des chiffres qui sont écrits, tu vois, en romain. Donc, enfin, il n'y a pas trop... Il n'y a pas de lettres, hein, c'est très... Non, il y a vraiment pas de... Franchement, tu sais pas trop pourquoi... On t'aurait pas dit qu'il y avait un rapport, franchement, en la voyant comme ça, tu sais pas trop bien pourquoi. Hein. Bah ouais, je vois pas. À part qu'il y a les zodiacs, ce qui est assez inhabituel quand même, hein, c'est assez rare, hein, les horloges avec les symboles du zodiaque. Bon, après tout, il y en a 12, comme les 12 phases du temps, donc... Bon, soit... Alors, monsieur Faupas va vous demander vos numéros de téléphone. Parce que il vous dit si jamais madame je sais plus quoi veut vous contacter. Madame la directrice. Si jamais elle veut nous contacter? Voilà. Ouais, on est... Enfin, est-ce qu'on a des portables à l'époque, là, en 2000? Je sais plus si on en avait. Alors, je crois qu'on avait dit que Johan, il avait un truc, hein. Un gros machin presque portable. Non, mais il y avait des portables en 2000. Tu lui donnes ton numéro, du coup, Johan? Ouais. Ok. Donc, il note consciencieusement, parce qu'il n'y avait pas encore la fonction tu me passes ton téléphone, tout ça. Donc, il prend sur son calepin et il note bien tous les chiffres de Johan. Bah oui, t'as peut-être pas, toi. Mais en tout cas, il note le numéro. Je sais pas si j'en ai un. Ok. Donc, ensuite, il va refermer, une fois que vous avez fini, il referme soigneusement la salle à clé. Qu'en fait, c'est une salle qui est ouverte, mais pas tout le temps. Parce que comme c'est des mécanismes fragiles, pour éviter qu'il y ait des gosses qui foutent le code. Enfin, bref, c'est sous surveillance. En fait, elle n'est pas visible, cette horloge. Ça fait partie de la visite privée, celle où vous devez payer 20 francs de plus pour... on est en euros ou pas? Oui, allez, celle où vous devez payer 10 euros de plus, parce que ça monte avec l'euro, pour voir la salle exposition spéciale. Alors, pour info, en l'an 2000, il y a le Nokia 3310 qui est sorti. Voilà, et le Motorola V60, donc oui, on a des portables. Clapé oui, sûrement. Non, le 3310, tu sais, celui-là, le Nokia arrondi, avec les... Pas arrondi, mais... c'est le plus grand succès, là. Celui qui est costaud, non? Ça me parle pas, mais bon... Ah ouais? Ah, parce que tu devais avoir un téléphone à clapper, toi. Moi, je l'avais, en plus, celui-là. Ok. Donc, du coup, est-ce que vous avez quelque chose à voir avec la directrice ou pas forcément, non? Bah, je sais pas ce que peut nous apprendre de plus, là. Voilà, ouais. Ok. Donc,